bien. Bon, très bien. Très très bien. Ok. Bon, vous êtes chez vous là. Oui, je suis Bon. chez moi. Je voudrais en profiter, je reconnais quelques personnes dans la salle d'ailleurs, je voudrais en profiter pour vous remercier de m'avoir invité, Bench Events, et pour vous dire à quel point je suis émue parce que je suis venue pour la première fois à Marrakech en 1985 et que quand j'ai posé le pied sur le tarmac, je me suis dit cette ville va changer ma vie. Et vous allez nous expliquer comment. Voilà. Alors, avant que vous commenciez à nous expliquer. Mais je suis très émue d'être là parce que c'est tout à fait ce dont je pouvais rêver en 1985. Voilà. Alors, ça s'applaudit. Alors, je vais quand même, puisque c'est un portrait, on va quand même revenir un peu sur votre vie. Hein. Je vais pas m'insérer dans votre vie privée, mais c'est quand même intéressant de voir votre parcours qui ne vous destinait pas au départ à ce secteur, à l'hôtellerie. Vous êtes né d'un père sénégalais, d'une mère antillaise. Vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Non. 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 Excusez-moi. Non. Alors, j'ai pas trouvé les bonnes infos. Hein. Vous voyez, regardez. Non, je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 3 ans, donc ça n'a pas beaucoup compté, bien que j'y sois retournée depuis. Oui, mon père est sénégalais, il est avocat à Paris, et ma mère est antillaise, avocate à Paris aussi. Et Paris est vraiment, dirons-nous, la ville dont je viens, d'où je suis, et je suis de nationalité franco-sénégalaise. Voilà. Et vous deviez devenir avocate? Non, pas du tout. Bien que je sois 4e génération d'avocats, j'ai eu des parents merveilleux qui me disaient « tu feras ce que tu voudras ». C'est ce que vous avez fait? Oui, mais j'étais avocate avant. Mais je voulais être architecte et malheureusement en France, il faut être très bon en maths et en physique de façon mineure pour passer en 3e année d'architecture. Donc je n'ai pas pu continuer mes études alors que tout se passait très bien dans les matières importantes. Donc j'ai fait du droit et je suis devenue avocate. Mais ce qui m'a liée à Marrakech, c'est ma passion pour l'architecture. Alors, on a ça en commun. J'ai fait de l'architecture et j'ai arrêté. Ah, voilà. Voilà. Alors, et là, vous arrivez à Marrakech quand? Alors, j'arrive à Marrakech en 1985. J'ai une carrière d'avocate fantastique à Paris, vraiment fantastique. Je venais de gagner un concours très prestigieux dans le milieu avocat et j'avais vraiment le tapis rouge devant moi. Donc, je n'avais aucune raison de quitter. Et je viens à Marrakech parce que mes parents voulaient avoir une maison de vacances dans un endroit qui serait au maximum 3 heures de vol de Paris et qui serait plein de culture, plein d'aventures et qui pourrait être formidable pour toutes sortes de générations. Petits-enfants, enfants eux-mêmes, etc. Et je viens à Marrakech à la recherche d'un terrain en 1985 et l'aéroport devait avoir à peu près 25% de la salle d'ici. Pour vous dire, à l'époque, à Marrakech, tous les douaniers, on se connaissait tous, c'était formidable. Et j'arrive, c'était le mois de décembre, et puis le ciel était bleu marine, l'atlas était dans votre visage, et j'ai été absolument fascinée. Ce qui m'a fascinée, c'est que, heureusement, j'avais un ami qui m'a ouvert toutes les portes. Et j'ai compris à ce moment-là la légende que représentait Marrakech, parce qu'à Paris, je vivais dans des cercles où tout le monde disait Marrakech, les maisons extraordinaires, les soirées, etc. Et quand vous arriviez ici, vous ne voyez rien. Et j'ai eu la chance de vivre ce Marrakech derrière les portes et en même temps de m'étonner du taux de retour inexistant. Il y avait, et c'était très émouvant pour moi d'entendre la secrétaire d'État au tourisme dire « l'hébergement ne suffit pas ». Il y avait de l'hébergement, mais personne ne revenait. Et quand je dis personne ne revenait, je crois que le taux était vraiment 1%. Mais par contre, les quelques personnes qui avaient une maison à Marrakech avaient leurs amis qui étaient complètement fidélisés à la destination. Et comment expliquer que ce lieu, qui n'a ni plage, ni ceci, ni cela, ait un tel pouvoir d'attraction? Moi, je pense que Marrakech a absolument tout. Ça a une culture extraordinaire, ça a une histoire, ça a une qualité de vie, les gens sont merveilleux, la cuisine peut être formidable. Il y avait tout. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ne crée pas une industrie du tourisme qui permette de vivre cela et de vivre la réalité du pays? Et quand j'entends de nouveau parler de lifestyle, parler d'animation, etc., c'est exactement la réflexion que je me faisais en 85 et qui a radicalement changé ma vie.
Mais c'est ça la clé, c'est pour ça qu'on voyage. C'est pas pour être dans une chambre d'hôtel. Et ça a été très très compliqué bon, ce que j'ai fait a eu un succès qui a dépassé mes espérances, mais ça a été absolument impossible de le faire comprendre aux banquiers, par exemple. Alors, on y arrivera. Hein, si vous voulez qu'on parle de financement, on y arrivera et c'est un point extrêmement important. On n'a quand même pas dit le nom de votre établissement. Ah non, c'est alors, Temsna. Non, alors, je vais vous expliquer. Donc, j'ai commencé par bâtir. Alors, la Palmeraie n'était qu'il y avait une route à la Palmeraie qui était assez étroite, le circuit de la Palmeraie, et le reste, c'était des chemins. On ne pouvait pas avoir le téléphone, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Je trouvais ça absolument magnifique. Je trouve ça aussi magnifique maintenant, c'est plus pratique d'ailleurs. Mes parents ont acheté un terrain et le deal que j'avais avec ma famille, c'est que, comme vous savez que je suis une architecte frustrée, je veux être en charge du projet de A à Z. Et j'ai eu la très grande chance de commencer ce projet. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ce projet, donc je venais une fois par mois à Marrakech pour une semaine, et à chaque fois, je venais avec des copains parisiens. J'avais travaillé à New York, j'avais vécu à Londres, et j'avais un très très grand réseau d'amis dans pas mal de pays. Et mes amis s'inscrivaient, parce qu'ils étaient tous tombés amoureux de Marrakech, parce qu'ils venaient au fur et à mesure avec moi, et ils me disaient « Oh, je vais aller à ton voyage de mai, je vais aller à ton voyage d'avril, etc. » Et le soir, alors moi j'étais sur mon chantier, et le soir, je recueillais toutes leurs impressions. Et leurs impressions, donc c'était des gens qui avaient des profils de gens quand même qui avaient tous fait des bonnes études, qui avaient des bons métiers, etc. et dont la vie comptait parce qu'ils avaient beaucoup voyagé. Et en recueillant toutes leurs impressions, je me suis dit, voilà ce que je vais créer. Non, je devrais absolument rendre hommage à une dame extraordinaire que peut-être que certains de vous connaissent, qui s'appelle Madame Farida Amara, et qui avait créé l'hôtel Tishka dans les années 80. Parce qu'à l'époque, c'était un hôtel qui était mythique. Il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup de bougies, les dîners à l'hôtel Tishka, on se croyait chez soi, c'était impressionnant. Et ça a été aussi une étincelle dans mon parcours de réaliser que l'on peut offrir de l'hospitalité, enfin de l'hôtellerie, qui a un côté très humain. Vous voyez, on connaissait le nom du personnel, vous reveniez et vous disiez bonjour un tel. Vous voyez, c'est ce côté humain qui, je crois, peut passer à une échelle plus importante maintenant, parce que ce que je vous raconte n'est pas du tout anecdotique. Toutes les valeurs que j'ai comprises par instinct en 85, c'est ce que les grandes marques maintenant veulent mettre dans leur image. Alors, dans une ville comme Marrakech, où vous êtes arrivé à un moment où il fallait capter cette espèce de capitale indéfinissable, cette atmosphère, cette ambiance qu'il fallait essayer pas de recréer, mais en tout cas d'insuffler dans votre établissement. C'est ça qui vous a fait créer ce qu'on appelle un boutique-hôtel. Oui, mais alors, je n'ai pas créé d'abord un boutique-hôtel. Maintenant, j'ai un boutique-hôtel. Mais d'abord, j'ai créé des maisons à louer. Mais des maisons à louer avec un art de vivre. Et la totalité, les gens pouvaient louer une villa ou deux. C'était extrêmement élevé, si vous voulez, par rapport au marché. Et on a ouvert la première année 45% de taux d'occupation. Je n'y ai rien compris moi-même. Et ça a augmenté, augmenté, augmenté. On est arrivé quelques années après, on était à 98%. Et à l'origine, ces maisons qui devaient être nos maisons de famille de vacances, ma mère me téléphonait excédée en me disant « Mais quand est-ce que je peux aller en vacances chez moi ?» Et je lui disais « J'ai pas de place, j'ai pas de place. » Et le truc qui était vraiment symbolique, on a eu énormément de gens très connus qui sont venus chez nous. Et les premiers, je me souviens quand par exemple Giorgio Armani est venu la première fois, il est connu pour être quelqu'un de très exigeant sur le style. Et je tremblais. Et il m'a dit, mais c'est magnifique, je ne changerai pas une chose. Et en plus, tout est délicieux. Et en plus, je serai seule et il n'y aura que mes amis. Et c'était cette idée d'absolue privacy qui a fait la force de notre concept. Et après, j'ai fait d'autres choses ici. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Justement, parce qu'on essaie de voir, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. C'est vrai que c'est important de savoir où est-ce que vous en êtes, alors, comment vous avez développé ça. J'ai un boutique-hôtel parce que Jnan Tamsna en Palmeraie, on est sur 3 hectares, on a 635 palmiers centenaires, on est complètement branché bio,
on fait pousser notre propre nourriture, etc. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'avec un partenaire et un investisseur, j'ai créé African Hospitality Development Group, et on s'occupe de faire des projets en Afrique de l'Ouest et aussi au Maroc, qui vont garder ce côté, on ne dépassera probablement pas les 80 chambres, et qui vont garder ce côté très ancré dans le patrimoine culturel. Voilà. Alors, vous m'avez parlé, on va y revenir, parce que c'est vrai que les défis que vous avez dû affronter, c'est pas facile de monter tout ça. Ça s'est pas fait en un clin d'œil. Et justement, en termes de financement, est-ce que ce type de projet, c'est quelque chose qui n'est pas de nature à intéresser les banques plus que ça? Non. Non. Non, parce qu'en fait, je pense que la chance que j'ai eue pour financer mon hôtel, où aucune banque, j'avais quand même 14 ans d'expérience ici, ou plus, étant donné que toute ma clientèle vient de l'étranger, on faisait transiter à ma petite échelle de petite PME, je faisais venir énormément de devises ici. Je me disais, le jour où je fais un nouveau projet, parce que celui-ci est mon troisième, bah, évidemment, j'aurais aucun problème. Mais les banques ne m'ont pas du tout suivi. Et si je ne m'étais pas souvenu de la visite d'un patron de banque dans mon premier établissement, qui avait laissé une lettre pour moi en disant « Le jour où vous voulez faire un projet, vous venez me voir parce que j'ai vécu une expérience exceptionnelle », si je ne m'étais pas souvenu de ça, ben, je n'aurais jamais été financée. Donc je trouve que c'est très dommage, si vous voulez, qu'il y ait des critères très rigoureux pour accéder au financement. Parce que la personne qui prend vraiment des risques, c'est le petit entrepreneur comme moi. Et le petit entrepreneur comme moi, qui peut se développer, peut-être que je serai un très gros entrepreneur un jour, je ne suis pas si vieille après tout, peut-être que nos idées à nous sont justement celles auxquelles les banques devraient faire confiance. Moi, la première fois où j'ai demandé à un banquier à Marrakech de m'aider pour me développer... Attendez, j'ai entendu un applaudissement, vous pouvez continuer si vous voulez. Hein. Bon, voilà, tout le monde est d'accord. La première fois où j'ai demandé à un banquier à Marrakech de m'aider à me développer, il m'a dit, alors que ma clientèle était exceptionnelle, hein, je vais vous dire, par exemple, Tom Cruise, il a dû essayer 4 fois avant que je trouve de la place pour lui. Ça ne désemplissait pas chez nous, avec des gens qui pouvaient s'offrir tout ce qu'ils voulaient, mais ils choisissaient le style, l'art de vivre, et puis le fait que personne ne les ennuyait. Ils étaient juste avec leurs amis. Et ça, c'était un USP, comme on dit, absolument imbattable. Eh bien, le banquier m'a répondu, « Mais pourquoi voudriez-vous que quelqu'un vienne chez vous dans une petite unité alors qu'il y a des hôtels de 300 chambres qui sont vides ?» Et là, je me suis dit, ben, il n'a rien compris, quoi. On ne peut pas dialoguer. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire confiance à l'entrepreneur qui prend des risques. Quel est le maximum de chambres, je suis désolé d'être très terre à terre, on va dire au-delà duquel on peut perdre ce cachet, cette espèce de caractéristique particulière qui fait toute la magie de tels endroits. Je vous pose la question parce que lorsqu'on a posé Philippe a posé la question tout à l'heure sur les types d'investissements que de grands groupes hôteliers peuvent faire, on va vers les appart-hôtels, on a retenu ça, mais est-ce qu'il y a, on va dire, un nombre de chambres maximum qu'il ne faut pas dépasser? Non, je pense que tout est dans le design et que tout est dans le style. Et qu'on peut tout à fait avoir des établissements avec beaucoup de chambres qui puissent avoir un cachet et qu'on n'est pas obligé, pour économiser de l'argent, que toutes les chambres soient identiques. Les couleurs n'ont pas besoin d'être identiques. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui viennent se sentent émotionnellement liés au lieu. Et on ne peut pas se sentir émotionnellement lié au lieu si le lieu est trop neutre. Vous voyez, je pense que toute l'Afrique de l'Ouest, qui est le sujet de la rencontre aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits qui ont un patrimoine culturel phénoménal. Mais phénoménal, que ce soit Dakar, Abidjan, etc. Ce qu'il faut, à mon avis, et le futur de l'industrie hôtelière, est aussi d'intégrer l'élément culturel. Parce que vous voyez, à Marrakech, on a une biennale, on a un 54,
On a toutes sortes de gens qui Festival viennent. du film. Le festival, oui, mais le festival du film est quand même très... C'est un domaine, si vous voulez, qui est lié pour des professionnels. Mais tout ce qui est culturel fait venir énormément de monde. Et énormément de monde parce qu'on peut se rattacher à un certain patrimoine. En Afrique, il y a énormément de choses qui se passent au point de vue de l'art contemporain. Dakar, Abidjan, etc. Il y a plein de choses à faire. Alors, la taille de l'hôtel, moi je pense que si vous m'engagez pour faire l'archi et la déco de votre hôtel et que vous avez 120 chambres, le cachet sera là. C'est simplement sortir. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est basé à Tokyo, Toronto ou Dubaï de faire un hôtel de cachet qui sera à Abidjan ou à Dakar. Il faut intégrer des compétences locales. Voilà. Merci Myriam, merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir.